On est en studio. Quand le Honner est rouge, on est en direct sur la FM. Quel local du coup a été il y a des jeunes d'Épinay qui sont rentrés dans un local rue Morat. Oui, sur les mêmes qui rentrent dans l'école la nuit. Ah, c'est les mêmes. Ils avaient fait un peu de dégâts, puis l'affaire a été classée, donc les mômes ils continuent. Donc il a laissé Les mineurs ou pas? Oui, 16-17 ans. les mineurs. Bon, Le problème, il n'a même pas fait de tige. On laisse ça là, parce que sinon je vais me planter encore, comme hier, comme avant-hier. Bon, ça a été lié à l'émission avec... très bien avec Jacqueline. J'ai tout écouté, c'était bien. Ah oui, il faut lui laisser le temps. Voilà, on est en direct sur Facebook, hein, et on a des auditeurs fidèles. Ah bah, ça commence à arriver. Lundi à mardi, cet homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort dans la rue alors que le plan hivernal est déclenché depuis plusieurs jours dans le département. Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés peu avant 9h, il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Voilà, on a jusqu'à 10h24 tous ensemble. Vers 20, enfin, quand je vois que le chronorupteur m'indique 4 minutes, et bien à ce moment-là, je vais vous demander un petit mot de conclusion, hein, chacun votre tour, pour conclure. Voilà, donc on va... de la vie sur Mars qui se joue ce soir. La metteur en scène originalité. Son spectacle est construit autour d'interviews effectuées pendant 2 ans avec des personnes atteintes d'autisme et leur entourage. Sur scène, les acteurs entendent dans leur écouteur le montage de ces interviews qui le retransmettent instantanément et le plus fidèlement possible aux spectateurs. Le parti pris est d'utiliser le réel à travers ces interviews pour être au plus proche de l'émotion de la parole originale. Rendez-vous donc ce soir à 20h Hugues Portelli n'est pas là. au théâtre du Cormier pour découvrir. Non, Il vient pas du coup. non, il s'est désisté, il peut pas. Il a une réunion. Sur IDFM Radio Anguin. Il a un empêchement de dernière minute, comme on C'est dit. Jean-Paul Janton, hein, c'est ça. Jandon, Jandon. avec un D. IDFM Radio Anguin, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Florence Sueur accueillera notamment Jean-Paul Jandon, le maire de Cergy, pour parler de l'Union des maires du Val-d'Oise. Et puis, quant à moi, je vous retrouve bien évidemment demain matin pour une nouvelle matinale à 7h-9h sur la radio du bien-être. Très bonne journée, jeudi 15 novembre. Je n'ai pas annoncé Philippe, hein, mais bon. Pardon, C'est pas grave. C'est pas grave, Philippe, on le maltraite un petit peu parce que c'est un habitué. Du coup, aujourd'hui, on va le maltraiter, effectivement. Pourquoi c'est c'est désisté hier. écrit comme ça, Janton? Moi, c'est moi qui m'a tapé. Merci, d'accord. Allez, on y va. On y va, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces 90 minutes d'infos incroyables, car à mes côtés, 2 personnalités phares du département du Val-d'Oise, dont les villes ont évolué de manière extraordinaire. Et vous allez les découvrir tout de suite, car je les accueille maintenant. Jean-Paul Jandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cergy et premier vice-président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, délégué à la mutualisation, à l'action économique et à l'attractivité du territoire. En janvier 2013, vous succédez à Dominique Lefebvre et chose incroyable, vous résistez pour conserver votre siège lorsqu'il perd la députation. Lors des élections municipales de 2014, vous êtes réélu à la fonction de maire, mais c'est en 1995 que vous faites votre entrée en politique à Cergy comme conseiller municipal dans la liste emmenée par Isabelle Massin à l'époque. Vous êtes délégué à la sécurité, puis au mandat suivant, vous êtes adjoint en charge des finances, puis encore au mandat suivant, vous êtes premier adjoint délégué aux finances et aux affaires générales. Et en 2008, vous devenez vice-président à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en charge, comme je le disais, du développement économique. Politiquement, vous êtes toujours membre du Parti socialiste. Alors on a envie de vous demander si vous y croyez encore. Vous travaillez encore
dans le privé à temps partiel. Actuellement, vous êtes directeur programme chez Orange Livebox, après en avoir été le directeur marketing du groupe. Enfin, vous avez une formation en finance internationale et en économie industrielle, formation faite à l'université Paris 13 à Épinay-Villetaneuse. Voilà, alors Cergy est une ville nouvelle, comme on dit, qui fête ses 50 ans, le même âge que notre département. Donc ensemble, nous évoquerons les projets que vous avez pour Cergy, dont celui de la construction du 12, un pôle autour de la musique, alors que vous êtes sous la tutelle de l'État, avec la procédure de contractualisation. Et puis nous verrons des aspects comme la sécurité, la propreté, l'éducation et la jeunesse, et puis aussi peut-être le Festival des Solidarités, que vous avez signé la semaine dernière. Vous nous expliquerez tout ça et ce qui va se passer avec la ville de Hue au Vietnam. À nos côtés, eh bien, Philippe Sueur, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le maire d'Anguin-les-Bains, premier vice-président du département du Val d'Oise en charge de l'économie, de l'attractivité du territoire et donc également président du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Professionnellement, vous êtes professeur émérite des facultés de droit, spécialisé en histoire du droit. Alors, Anguin ne s'est pas s'est complètement transformé et n'a pas été créé comme Cergy. Vous l'avez complètement transformé en 25 ans. Et donc, on parlera peut-être de qu'est-ce qui a changé le paysage de la ville d'Anguin depuis que vous êtes maire. Ville construite sur la prise de territoire de différentes communes il y a plus de 150 ans. Et puis, on parlera aussi des projets et puis surtout de peut-être de l'activité culturelle très fournie qui va arriver au mois de décembre, auxquelles sont invités d'ailleurs tout un chacun. Je pense aux illuminations et à la programmation du Centre des Arts et de la médiathèque. Mais au lendemain des commémorations 14-18, Pétain est l'homme de Verdun et en même temps l'homme de la collaboration, et puis celui qui a donné les Juifs aux nazis. Alors on aimerait votre avis sur la brutalité de l'histoire. Politiquement, vous êtes toujours membre des Républicains, et à vous aussi, on a envie de vous demander si vous y croyez encore. Enfin, tous les trois, on abordera sans doute le sujet de l'union des maires, car on se demande à quoi cela sert, et si les maires arrivent à se faire entendre, comment la parole est portée, on aimerait savoir, à l'heure où les Français demandent une baisse de la dépense publique, une baisse des charges pour les entreprises et un regain de pouvoir d'achat. En tout cas, merci à vous deux pour votre présence en studio ce matin. Vers 10h, on aura un petit secret de cuisine qui est confié par Bruno Vigoureux, qui va arriver dans nos studios. En attendant, on va faire une jolie pépite musicale, et puis après, on va passer aux infos du jour. Voilà, ça fait tout ça. Vous voyez, quand même pas mal de choses. Non, on est là pour 3 heures. 1h30, c'est long. Une heure et demie, c'est long, mais ça passe vite en même temps. Oui, ça passe vite. C'est pour ça que je n'ai pas invité de start-up aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous laisser la parole le plus longtemps possible, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. En fait, tu veux rebondir sur le 11 novembre et les commentaires qui ont été... C'est ça? Non, disons oui, parce qu'on a un coup sur la polémique qui a été faite sur Pétain. En tant que professeur, c'est quand même un peu ta matière, l'histoire du droit. Je trouve que c'était pas mal. Sujet simple. Bon, tu n'es pas obligé de t'étendre des heures. Non, Hein. moi, je ne veux pas m'étendre, tu vas voir. Mais comme on va d'abord passer à l'info du jour, t'inquiète pas. Je ne veux pas m'étendre. Et tu m'as donné une idée, là. Bon, très bien. Moi, on me voit pas. C'est vrai qu'il fait chaud, non? C'est très chaud. C'est pour ça que... Puis moi, on me voit pas. Mais vous avez le droit d'enlever votre veste, il y en a qui le font. Hein. C'est peut-être arrivé. Philippe, on reprend? On y va? Attendez. Que je parce que sinon je vais m'y perdre dans mes... Voilà. Les infos à retenir, c'est là. Allez, on y va. C'était Avishai Cohen, hein, c'est ça? On n'entend pas, Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre un extrait d'un disque d'Avishai Cohen, ce magnifique pianiste avec son petit groupe qui nous vient d'Israël et qui s'est produit d'ailleurs plusieurs fois en Val d'Oise. Alors à mes côtés aujourd'hui, eh bien, je suis en compagnie de Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, et de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains. Et comme d'habitude, nos invités commentent l'actualité, en tout cas les infos que nous avons choisi de retenir.
Et aujourd'hui, on a choisi en première info, depuis la mi-octobre, eh bien, différents groupes Facebook se sont créés, plus d'une centaine en France, par des citoyens lambda qui appellent à des blocages dans les grandes villes comme dans les petites communes ce samedi 17 octobre. Et ce mouvement spontané lancé sur les réseaux s'appelle les Gilets jaunes. Ils appellent à manifester pour, entre guillemets, bloquer le pays afin de réagir au ras-le-bol fiscal que ressentent une majorité de Français. Ceux qui comptent donc se mobiliser sont appelés à poser sur leur tableau de bord de leur véhicule un gilet jaune fluo, celui de la sécurité routière, donc qu'ils aborderont samedi. Édouard Philippe a d'ailleurs annoncé hier que les blocages seront sanctionnés. Alors qu'est-ce qu'ils contestent ? Eh bien, ils contestent la baisse du pouvoir d'achat constatée par tous et en particulier de la classe moyenne et des retraités, mais quand même pour tous. Un exemple, 100 € de plus sur le panier moyen de la ménagère pour faire fonctionner le ménage depuis mars 2018 pour un foyer de 4 personnes. C'est la moyenne. On pompe, dit-on, les liquidités de la classe moyenne pour financer l'économie avec le prélèvement à la source au 1er janvier, ce qui surcharge en plus les entreprises. On taxe le diesel alors que l'on ne fait rien pour les véhicules publics ni contre le chauffage urbain et que les transports sont saturés, inexistants ou en panne. Enfin, autre scandale qui pointe, c'est les taxes sur l'eau. Vous avez sans doute reçu votre facture et bien sûr, par exemple, une consommation de 59 €, et bien les taxes s'élèvent à 132 €, en tout cas dans notre département. Les citoyens donc n'en peuvent plus. À cela s'ajoutent les problèmes d'emploi, de transport public, comme je disais. Et puis donc une mobilité difficile, d'autant pour le département du Val d'Oise qui ressemble à une presqu'île. Alors pourtant, si les Français ont élu ce nouveau gouvernement, c'est pour agir sur la réduction des dépenses publiques. Et là, toujours rien à l'horizon. Alors, messieurs les élus, aujourd'hui, qui veut prendre la parole en premier Sur les Gilets jaunes. Moi, je veux bien. Vas-y. Jean-Paul Gendon. Oui, donc en tant que maire, y compris d'une ville de 64 000 habitants, nous, on entend bien le mécontentement aujourd'hui de la population et de ses habitants. Et que ce soit les classes populaires, les classes moyennes, les retraités, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un sentiment de déclassement. Il y a un sentiment également de baisse du pouvoir d'achat, qui n'est, quand on regarde bien maintenant les chiffres, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité pour un certain nombre. Et on a l'impression, mais c'est pas malheureusement une impression, c'est que les plus riches sont encore plus riches. Et ce sentiment d'injustice, donc déclassement d'un côté, injustice de l'autre, fait qu'il y a un véritable mécontentement. Et moi qui vais souvent sur le marché de Cergy, je peux vous dire que ce mécontentement, je l'entends. D'autant plus que, on en reparlera sûrement tout à l'heure, les transports en commun et les transports routiers font que, comme vous l'avez très bien dit, le Val d'Oise est presque une presqu'île aujourd'hui. Philippe Sueur, quel est votre sentiment face aux Gilets jaunes, c'est-à-dire après-demain, cette opération ? Je partage totalement. J'aurais envie de le mettre, d'ailleurs, le gilet jaune, par solidarité. Alors, vous n'allez pas le poser sur votre voiture, mais vous allez le porter sur vous ? Pourquoi pas, hein. Bon, ben c'est symbolique, hein, bien entendu. Cela représente pas seulement sur la voiture. Bon, ben, derrière, on sait très bien qu'il y a quelques organisations d'associations d'automobilistes qui ont poussé le bouchon, mais c'est un ras-le-bol, effectivement, parce que bon, on a payé nos carburants aussi cher qu'aujourd'hui dans les années passées. En revanche, s'ajoute là-dessus ce que vous avez évoqué, il y a une baisse du pouvoir d'achat, il y a 1,7 tout de même de CSG qui s'ajoute sur notamment tous les retraités. Nous avons aussi une impression de persécution parce que 80 km/h sur la plupart des routes de France maintenant, les radars qui se multiplient et qui produisent évidemment une recette de l'État non négligeable parce qu'on a atteint quand même 1,2 milliard soi-disant affectés à la sécurité routière et parfois on peut en douter. Bon, tous ces éléments conduisent au ressenti qu'il y a une rupture de dialogue, une rupture de confiance entre les Français et les dirigeants. Le président en a fait un aveu hier soir. Moi, je l'ai trouvé, je dois dire, à la fois autoritaire, arrogant et à la fin pathétique, en faisant sa contrition et en disant que le premier devoir de tous les dirigeants, et ça commence dans une commune, c'est-à-dire le rapport à ses élus dont on est responsable et vice-versa, c'est la considération.
Moi, simplement, je pense que on va être d'accord, la considération des citoyens passe par la considération de leur commune, parce que le premier relais public, c'est la commune. Justement, il n'y a pas de considération. Je vais juste rebondir on va en reparler. Jean-Paul Jandon. Je pense que les maires et les communes sont des éléments essentiels à la démocratie. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on a le sentiment, mais là encore, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, une recentralisation des pouvoirs qui fait qu'on éloigne de plus en plus les habitants des décisions politiques qui sont à prendre. Et c'est extrêmement dangereux. Toute recentralisation est extrêmement dangereuse pour la démocratie. Alors justement, profitons-en puisque vous abordez ce sujet. Parlons un petit peu justement de l'Union des maires, puisque vous en faites partie, en tout cas de l'Union des maires du Val d'Oise. Et puis il y a plus haut l'AMF, l'Association des maires de France. Et puis il y a aussi d'ailleurs d'autres associations de maires pour les petites communes. Enfin, il y en a quand même plusieurs. Bref, comment est portée la parole des maires ? On se pose la question parce qu'on a l'impression que les maires ne s'entendent pas vraiment entre eux pour pouvoir porter la parole au plus haut niveau de l'État. Jean-Paul Jandon. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque pour la première fois, l'AMF, l'ADF, donc les départements, l'ARF, les régions, ont fait un communiqué commun, communiqué de Marseille, pour dire l'objectif n'est pas à la recentralisation. L'objectif, bien au contraire, c'est de continuer à décentraliser, continuer à faire que les élus qui sont au premier niveau et en contact direct avec la population puissent continuer à amener les politiques publiques qui garantissent l'équité, la solidarité et qui permettent à chacun de pouvoir se développer. C'est la première fois de l'histoire de l'ensemble des associations d'élus que se passe un tel mouvement. Donc il y a véritablement une volonté aujourd'hui de travailler ensemble, région, département et communes et bloc communal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, la suppression de la taxe d'habitation, qui va remettre en cause complètement le mode de financement des collectivités locales. Et aujourd'hui, je dois dire, on est complètement dans l'impasse. Nous ne savons pas, en 2020-2021, comment les financements vont s'opérer. On est normalement, nous, tous, maires, présidents de conseil départemental ou régional, de dire on fait des budgets à 3 ans, à 4 ans, indépendamment des échéances politiques. Il est clair qu'on a aujourd'hui une impasse financière par non-lisibilité qui est extrêmement dangereuse. Et au niveau du Val d'Oise, l'association des maires du Val d'Oise est globalement unie par rapport à ce sentiment de recentralisation. Et donc ce n'est pas à ce niveau-là, je dirais, qu'il y a un désaccord. Et après, il peut y avoir d'autres sujets qui font que globalement on ne soit pas forcément d'accord. Mais sur ce thème de la recentralisation, il y a unanimité aujourd'hui. Et moi, je pense particulièrement aux maires de petites communes qui aujourd'hui se sentent délaissés, déclassés. Et je pense que c'est extrêmement dangereux dans un département comme le Val d'Oise, où nous avons 80% des communes qui sont des communes rurales. Philippe Sueur. Oui, je partage totalement l'appel de Marseille et sans doute là une position politique, au sens noble du mot, c'est-à-dire qui porte sur la question essentielle de l'organisation de nos institutions et de la représentation démocratique du tissu qui est celui en réalité communal, le premier tissu. Alors, parfois il faut revenir à l'histoire. Nous sommes depuis 1982 dans une dynamique de décentralisation, 82, 2004, mais la décentralisation ne vaut que par la capacité à s'assumer. Donc l'autonomie de décision et l'autonomie financière. Il y a un grand paradoxe, c'est que jusque dans les années 60 et 70, les communes de France, comme la plupart des collectivités, avaient une autonomie financière. C'est la généralisation de la TVA, donc dans les années 70, qui a conduit à supprimer ce qu'on appelait jadis les taxes locales, qui n'étaient pas les plus égalitaires. C'est évident, parce qu'il y avait des communes qui étaient déjà riches, non pas par des casinos ou autres, mais par des activités commerciales ou industrielles. Bon, en 1976, on a institué la dotation globale de fonctionnement,
Donc, c'est-à-dire que l'État reversait aux communes ce qu'il avait confisqué auparavant. Bon. Or, depuis maintenant 5 ans, parce qu'il a fallu effectivement, nous avons une passe très difficile, la France, on va dire, et l'État en premier était dans une impasse financière, on a amputé les dotations globales de fonctionnement. On les a amputées jusqu'à l'os, en quelque sorte. Bon. Il y a des communes qui s'en tirent mieux que d'autres, mais à chaque fois, c'est le service aux populations qui a été entamé. Alors on ne peut pas, d'un côté, dire vous êtes responsable des dépenses publiques, et on est encore visé, notamment les grandes collectivités, par ce plafonnement à 1,2 des dépenses de fonctionnement. Le gouvernement a imposé que les départements de France, les grandes communes de France, soit ils contractualisent pas, mais quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas dépasser 1,2. Or, le 1,2 d'augmentation des budgets de fonctionnement est pour la plupart du temps généré par des décisions même qui sont celles du Parlement ou de règlement ou de glissement de taxes, d'augmentation automatique. Donc, en réalité, une fois de plus, on réduit le service à la population. Alors, la décentralisation, aujourd'hui, devient fictive. Puis, il y a encore d'autres raisons. Je ne voudrais pas trop prendre la parole. Alors justement, continuons sur ce sujet, voilà, la contractualisation, j'allais le dire, parce que vous êtes carrément dedans, Jean-Paul Jandon, vous êtes, on peut dire, sous tutelle de l'État, enfin vous allez l'être à partir du 1er janvier presque. Je ne suis pas sous tutelle de l'État. Moi, le principe de la contractualisation peut être un bon principe s'il se fait de manière, je dirais, discutée, concertée et non pas imposée. Je reste persuadé qu'au moment où on est quand même dans une situation financière extrêmement compliquée, de faire que chacun... Alors quand vous dites « on », c'est qui? C'est la ville de Cergy ou c'est la France? Voilà. Merci de le préciser. La France est... la ville de Cergy se porte très bien, je rassure. Mais la France est dans une situation, le déficit continue à augmenter, et donc il faut faire un effort national. Je pense que ça, tout le monde le partage. Après, cet effort doit être bien réparti. Or, on s'aperçoit que depuis 3 ans, les collectivités locales sont excédentaires. Donc, pourquoi elles doivent apporter encore 13 milliards à la contribution de la résorption du déficit de l'État? Et le deuxième point important, c'est que les collectivités locales, elles sont obligées d'être toujours bénéficiaires, ce qui est quand même un point extrêmement important. Et le bénéfice ira après aux investissements qui sont faits, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc on est quand même on compare déjà deux situations financières complètement différentes. Le deuxième point sur la contractualisation, c'est ce qui est quand même très, très, très choquant, c'est peu importe qu'on soit département, région, bloc communal, on a le même taux. Vous prenez les structures financières de chacune de ces entités, vous ne pouvez pas avoir le même taux. Et puis après, que vous soyez une ville qui connaît une baisse de la population, stagnation de la population ou une hausse de la population, vous avez quasiment le même taux, puisqu'on n'augmente que de 0,15%. Nous, on a fait le calcul. Et je vais voir le préfet la semaine prochaine, je vais lui montrer exactement la réalité. Je rejoins Philippe Sueur sur le fait que déjà 1,2%, je dirais, à population égale, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Mais quand vous avez, comme à Cergy, une augmentation importante de la population, une augmentation importante des naissances, une augmentation importante des enfants en âge scolaire, et bien, tout simplement, il faut juste doubler ce chiffre-là pour tenir, je dirais, et pour maintenir un niveau de service public. Et donc c'est là où je suis en complet désaccord, mais c'est ce que j'avais déjà dit, c'est que la contractualisation, oui, si elle se fait en prenant en compte les spécificités de chacune des entités, et qu'il y ait un contrat qui soit, comme on dit, one-to-one. Oui, mais alors finalement, la question, ça serait de se dire peut-être, est-ce qu'on a encore les moyens d'apporter autant de services publics qu'on le faisait dans les années fastes? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas revenir à un autre système de fonctionnement et qu'il ne faut pas inventer autre chose? Vous savez, je respecte tout simplement les réglementations qui me sont imposées, que ce soit pour... On ne peut pas d'un côté nous dire, il faut développer les crèches, c'est ce que le gouvernement nous dit, et de l'autre côté, nous dire, limiter finalement les dépenses. On ne peut pas nous dire, il faut dédoubler les classes, et de l'autre côté, limiter les dépenses.
On ne peut pas nous dire qu'il faut développer une politique d'intergénérationnel et limiter les dépenses. C'est là la contradiction. C'est qu'on a d'un côté, l'État nous dit voilà ce qu'il faut faire, et moi, sur tous ces aspects-là, je pense que c'est important d'accompagner la population. C'est pas juste faire plus de services publics, c'est déjà maintenir le service public tel qu'il devrait être et qu'il nous est contractualisé par l'État. Merci beaucoup tous les deux pour ces commentaires. Alors, Oui, puis Philippe Sueur, un complément. Parce que vous avez utilisé le mot d'être sous tutelle de l'État. Non, parce que la Constitution conduit aujourd'hui qu'on ne peut pas être juridiquement sous la tutelle. Mais on est dans la mâchoire serrée de la haute administration qui joue sur les normes et la création constante de nouvelles normes qui sont légitimées par un intérêt national. Ça peut, par exemple, l'habitat social, bien entendu. Je pense que la loi SRU n'a été remise en cause par aucun gouvernement. Mais l'application se fait par les administrations d'État. Nous prenons également toutes les normes de sécurité, toutes les normes qu'on nous impose, ou alors les décisions qui sont, comment dire, d'intérêt, notamment en matière scolaire. Mais qui les suborde? C'est la commune. Les Français ne savent peut-être pas trop qu'on a d'ailleurs le millefeuille le plus extraordinaire à travers le monde, que l'éducation nationale assure l'enseignement de tous les enfants de France, mais en revanche, que les écoles qui sont maternelles et primaires sont communales, totalement, donc à la construction, à l'entretien, etc., que les collèges sont à la charge des départements, que les lycées sont à la charge des régions, et que l'État conserve effectivement la responsabilité des universités. Je vais vous dire, quand vous avez un élu ou un administrateur étranger qui arrive en France, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. N'empêche que quand on pèse sur le rythme scolaire, quand on pèse sur toute une série d'éléments, eh bien c'est la commune qui paye. Voilà, c'est la commune. Voilà, c'était pourquoi ma question. A-t-on encore finalement les moyens des souhaits que l'on veut? Oui, si on nous laisse l'initiative. Voilà, si on nous laisse l'initiative, je suis sûr qu'on peut y arriver. Mais à force de nous mettre dans le carcan et surtout de nous, nous diaboliser, parce qu'il a été insupportable à travers de nombreux politiques de droite et de gauche, mais surtout depuis la présidence d'Emmanuel Macron, que ce sont les communes et les collectivités qui sont les plus dépensières. Or, quand on regarde l'endettement national, la dette publique, qui est quand même atteint les quasi 100% du PIB, on s'aperçoit que la dette publique des collectivités ne représente que 9% de ces 2240 milliards. Ça, il fallait le dire, effectivement. Merci Philippe Sueur. Alors, et nous assurons l'investissement. C'est surtout ça qu'on oublie. Je rebondis sur vos propos. Vous avez parlé du millefeuille administratif, effectivement, avec les communautés de communes. Les Français pensaient qu'il allait y avoir un allègement et total, c'est encore un alourdissement administratif. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Jean-Paul Jandon, vous voulez même réagir là-dessus? Vous lancez une perche assez intéressante. En Ile-de-France, finalement, au départ, on pensait qu'il y aurait moins d'échelons administratifs. Il y en a plus. On est à 5. On est à 5, exactement. Ce qui est quand même assez invraisemblable. Et c'est vrai que vous rencontrez aussi des maires étrangers où ils ne comprennent pas notre millefeuille territorial. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses soient très claires. Je l'ai déjà dit et je vais le redire ici, c'est que pour moi, le Grand Paris, c'est la région Île-de-France. Il faut à un moment donné que les choses soient dites. Et une fois qu'on aura dit ça, je pense qu'on regardera comment on peut réexaminer les différents échelons administratifs. Un point important, et vous le verrez la semaine prochaine, je pense, il y a l'Association des maires de France qui fait son congrès et qui va publier quelques statistiques sur ce principe de millefeuille administratif. Le seul message que je peux dire, mais nous sommes tous les deux maires, on le comprend tout de suite, c'est que les citoyens sont très attachés à leur ville et à leur maire. C'est la première personne avec qui ils sont encore en contact. Ne pas avoir ça, c'est avoir une myopie qui nous mène dans le mur.
J'ai déjà parlé d'un sondage justement que j'avais reçu il y a quelques semaines de cela, où effectivement, d'ailleurs les Français ne savent même pas souvent qui est le président de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo. Ils sont effectivement très attachés au maire, et c'est vrai que c'est le maire qui fait fonctionner finalement l'économie. Et comme m'avait dit Alain Richard à ce micro justement, il nous avait dit, eh bien, les communes, c'est aussi l'État finalement. Voilà, allez, deuxième info du jour, si Oui. vous voulez bien, on continue. En réalité, Non, il y a on deux s'arrête. visions de l'État. Non, mais il y a la vision qui est doctrinale. L'État, c'est toute la chose publique. Voilà, c'est ça l'État. Bon. Mais aujourd'hui, nous, quand nous parlons d'État, c'est l'État central assimilé en fait au gouvernement et au Parlement, dans chacun dans leurs fonctions. Merci Philippe Sueur. Allez, autre commentaire si vous voulez bien, messieurs les maires. Aujourd'hui, je vais vous demander de commenter l'intervention d'Édouard Philippe hier, qui annonce plusieurs mesures pour, je cite, entre guillemets, calmer la colère des automobilistes. Alors, prime à la conversion de 4 000 €. Comment en bénéficier? Oui, bah là, c'est effectivement une petite usine à gaz. Concrètement, cette prime pourrait être touchée, par exemple, pour un couple avec 3 enfants qui touchent le SMIC, mais aussi pour un couple avec 2 enfants dont l'un des parents perçoit 2 fois le SMIC. Dans ce cas, ils pourront mettre à la casse leur ancien diesel d'avant 2001 ou avant 2006 pour les ménages non imposables, ou leur essence avant 1997, évidemment à condition d'acheter un véhicule moins polluant. 2 options sont possibles, soit ils utilisent les 4 000 € pour acheter un véhicule neuf, mais vu le prix moyen, 25 000 € pour un véhicule, ça va concerner peu de monde, soit ils achètent une voiture qui coûte moins de 5 000 €. C'est ce qu'a dit donc Édouard Philippe hier au micro de RTL. En tout cas, le gouvernement espère distribuer 1 million de primes d'ici à 2022. La seconde mesure qu'il a annoncée, c'est élargir les indemnités kilométriques. Je la détaillerai la semaine prochaine. La troisième mesure, c'est supprimer les chaudières au fioul d'ici 10 ans. Alors là, ça a été l'annonce auquel personne ne s'y attendait, même pas les constructeurs de chaudières en France. Et puis, enfin, il a dit avoir entendu le besoin des Français, mais ne veut pas changer. Non, dit-il, nous allons maintenir la hausse des prix du carburant et rester cohérents avec les Français, car il s'agit d'un engagement pendant la campagne présidentielle. Et nous allons progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail. Alors toutes ces mesures, s'il vous plaît, Jean-Paul Jandon et Philippe Sueur, appelez-vous ça des mesurettes, des niches fiscales ou des nouvelles usines à gaz? Alors je pense qu'il faut revenir à la racine. La racine, c'est quand même finalement la dégradation progressive de la planète. Et je pense que le premier raisonnement, c'est de dire ce n'est pas des mesurettes qu'il faut prendre pour diminuer l'empreinte carbone. C'est-à-dire que c'est un vrai projet de société. Je pense qu'aujourd'hui, on doit changer nos modes de production, notre mode de consommation, et c'est ça qui est essentiel. Et donc, il faudrait que d'abord, on partage ensemble cette transformation de la société. La révolution, pour moi, elle est vraiment là. On est en train de changer véritablement de modèle de croissance. Et il faut, bien dire comment on peut avancer dans ce modèle de croissance, comment tout le monde peut être associé à cette avancée, et pas simplement quelques-uns. Et puis derrière, comment ça se traduit en termes de mesures. Je pense que le premier point sur lequel on ne peut pas être d'accord, c'est de dire qu'on ne sait pas où on va. Donc pour que les gens acceptent, je dirais, telle ou telle décision à un moment donné, il faut savoir là où on va. Moi, qu'on augmente, je dirais, la taxe carbone, je pense que c'est une bonne chose par rapport à l'empreinte carbone. Par contre, la contrepartie, il y a deux exemples très, très concrets. Un, les transports en commun qui marchent. Moi, je prends encore le RERA, je peux vous dire que c'est dramatique. Je viens ici de Cergy-Enghien, j'ai pris l'autoroute, bien évidemment, des kilomètres de bouchons. Vous êtes parti 1h30 avant notre rendez-vous. 1 heure pour faire même pas 28 km. Voilà, donc premier point important pour moi, c'est globalement avoir des transports en commun qui permettent à chacun de pouvoir se déplacer. Mettre en place tous les systèmes de covoiturage nécessaires. Deuxième exemple, c'est sur l'habitat. Parce que les gens ont un vrai problème de pouvoir d'achat. Comment on peut diminuer finalement ce problème? Tout simplement en faisant que les charges de fluide diminuent. Et pour ça, il faut les aider fortement à mettre des doubles pots, mettre des doubles vitrages,
permettre à tous de diminuer leur facture. Je pense que si on avait exposé ça et que les gens voient réellement ces évolutions-là, je pense que l'augmentation de la taxe Des carburants n'aurait pas posé de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens. Et après, là, on est en train de rattraper par des mesurettes. Je pense que tout le monde découvre les mesures, y compris les industriels. Donc, on voit que là, on est dans la précipitation et c'est par faute de sens. Alors justement, parce que quand il dit on veut supprimer les chaudières au fioul d'ici 10 ans, on sait très bien qu'il y a un fioul vert que l'on peut adapter aux chaudières qui sont actuellement au fioul, mais ça, on n'en parle pas. Alors est-ce que vous, justement, au niveau des unions des maires, quelles qu'elles soient, vous pouvez porter Pourquoi en France, on a autant de mal à faire des mesures globales, finalement, à prendre les problèmes au fond? Alors, moi je rejoins alors là totalement ce que vient de dire Jean-Paul Chandon. On a deux citoyennetés. Hein. On a notre citoyenneté évidemment politique et juridique, puis nous sommes bien des citoyens du monde et c'est dans sa globalité que le problème doit être vécu. Le développement durable, c'est une nouvelle culture. Il faut vraiment se l'imprégner et à un moment donné, on doit accepter les contraintes qui en découleront. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment, je pense, de pédagogie là-dessus. Nous avons des dispositions qui ont été des encouragements intéressants depuis quand même à peu près une dizaine d'années. Mais l'automobiliste, ici, n'a pas reçu, ne serait-ce peut-être parce qu'en France, il y a aussi sans doute un problème national qui a été lié au diesel, et parce qu'on a été, je crois, l'un des pays à mettre au point l'un des meilleurs moteurs diesel au monde, le fameux HDI de Peugeot, qui a été extrêmement amélioré là-dessus. Mais la transition de cette économie, de cette industrie, n'a pas été amorcée suffisamment vite. Bon, on passe à l'électrique aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que ce soit la solution définitive. On commence à parler très largement. Parlons-en de l'électrique, c'est quand même aussi plus de 30 produits fossiles pour faire une batterie électrique. Oui. Et en plus, on ne sait pas les détruire. Ça va poser un gros problème environnemental là aussi. De recyclage, voilà. Donc je pense que ce qui a été évoqué ici, c'est qu'il faut le percevoir comme un nouveau comportement. Et nous, les maires, d'ailleurs, chacun dans nos communes, à nos mesures, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est même dans les toutes petites communes qui ont le moins de moyens, qu'on est le plus inventif et qu'on est le plus responsable et qu'on va devenir le plus solidaire. Et c'est par là que ça passe. Ça passe par l'école, ça passe par nos concitoyens. Alors, vous avez évoqué les unions de maires. On n'a pas suffisamment dit quel était le rôle de ces unions départementales, qui est la plus courante, comme l'AMF. C'est un rôle de relais. Le premier rôle d'une union, c'est effectivement de faire circuler une information et notamment de mettre à disposition des communes qui... il y a encore, bien sûr, des petites communes et des villages, mais il y avait jadis même des communes de 2-3 000 habitants qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'était de leur donner de l'information, de l'assistance juridique, technique, etc. Le second rôle, c'est de faire remonter de l'information. Et s'il y a bien un rôle de l'AMF, comme de l'Association des départements de France, c'est d'être associé à l'élaboration des grands textes, et notamment de faire remonter des statistiques, de faire remonter des réalités du terrain, de jouer en quelque sorte un lobby au sens vraiment totalement transparent. Moi j'ai un rôle modeste, mais je suis président de l'association des maires des villes touristiques et stations classées, qui s'appelle maintenant l'ANET. Eh bien, nous travaillons en permanence avec Bercy, la DGE, sur tout texte où on fait remonter la réalité du terrain, des hôteliers, le problème du calendrier scolaire, le problème de la perception d'attaque de séjour. Pourquoi aujourd'hui les plateformes comme Airbnb et autres vont maintenant collecter? Parce que nous avons travaillé en amont. C'est un travail collaboratif. Et on a réussi, et je crois que évidemment ça a un petit peu aseptisé, que toutes ces unions aient évacué le choc des oppositions idéologiques et politiques. Voilà, Jean-Paul Jandon. Sur deux cas très concrets, on parle des difficultés. Première difficulté, c'est
on a perdu la politique d'aménagement du territoire. Et très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on implante des entreprises éloignées des lieux d'habitation. Et si on pensait différemment, c'est-à-dire rapprocher l'entreprise du lieu d'habitation, et notamment avec le développement des espaces de coworking, voilà un exemple très concret. Mais ça suppose, à un moment donné, une politique du territoire, qui soit d'aménagement du territoire, qui soit forte, en relation, bien sûr, avec les départements, les régions et les maires. Et si nous faisons ça, c'est une mesure très concrète que je viens de donner, mais elle permettrait véritablement de diminuer l'empreinte carbone. Le deuxième élément... Oui, mais ça veut dire que pour ça, il faut aussi faciliter les transports publics pour que les Français, par exemple pour le Val d'Oise, se déplacent transversalement. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Globalement, on a besoin d'une politique de transport en commun, surtout en Île-de-France, mais pas qu'en Île-de-France, dans toutes les régions, qui soit extrêmement forte. Et à un moment donné, on peut avoir deux façons de raisonner. C'est de raisonner en disant est-ce que c'est rentable ou pas rentable, la rentabilité pour un opérateur ou la rentabilité pour la société dans la capacité de pouvoir diminuer l'empreinte carbone. Le deuxième exemple, et que je vis actuellement, on est en train de travailler sur un écoquartier. Et là, l'écoquartier, on dit finalement, on va faire quelque chose du 21e siècle. Voilà, expliquez-nous ce qu'est l'écoquartier du 21e siècle. L'écoquartier du 21e siècle, c'est tout simplement développer l'autoconsommation énergétique. C'est-à-dire permettre d'avoir des panneaux solaires et de pouvoir récupérer finalement cette énergie dans les habitats de proximité. C'est extrêmement compliqué, parce que la réglementation aujourd'hui n'est pas favorable à ça. Et le deuxième point, c'est que les promoteurs nous disent mais il y a un surcoût. Qui paye le surcoût? Alors qu'on est véritablement dans ce qui pourrait être une transformation finalement. Vous voyez, et donc on a aussi des acteurs actuels, industriels, qui ne sont pas prêts et qui hésitent à rentrer dans cette logique-là. Donc deux exemples très concrets sur lesquels, je pense, politiquement, tout le monde pourrait avancer ensemble. D'accord, donc en fait ce que vous voulez nous dire ce matin, c'est qu'on a une idéologie qui est de faire des écoquartiers, mais que la réglementation finalement ne nous le permet pas. Donc c'est deux confrontations finalement qui sont antinomiques. Et donc on n'avance pas. C'est très difficile. Mais en même temps, vous disiez que finalement le quartier du futur, c'est pas plutôt l'alliance de faire de l'habitation avec un peu d'entreprise et des transports. Mais quand on voit que dans certaines communes, j'ai reçu un maire il y a quelques semaines de cela qui me disait que justement dans son écoquartier, on lui demandait de construire un demi-parking par appartement, comme si les gens n'avaient pas le droit d'avoir une voiture. Pourquoi est-ce qu'on impose des normes de ce type? Ça, c'est pour des logements sociaux. Est-ce que c'est pareil pour Cergy? Il y a d'autres problèmes que vous soulevez. Ce n'est pas un problème d'écoquartier. Aujourd'hui, très concrètement, la loi, parce que c'est bien souvent, les maires appliquent les lois. Donc, la loi, c'est de dire, pour un logement social, peu importe la taille du logement, c'est une place de parking. Moi, à Cergy, quand on n'est pas dans le logement social, c'est 1,3 places, ce qui est par famille, ce qui correspond à peu près en fonction de taille de logement, pour les familles qui ont un appartement un peu plus grand, 2 places de parking. Ça devrait être pareil. Que vous soyez globalement logé chez un bailleur social ou en copro. Je ne vois pas en quoi il y a une différence notable. Ça, c'est un problème de loi, derrière, c'est un problème de coût. Le deuxième point qui est dit, et là-dessus c'est aussi quand vous êtes dans un périmètre de gare, d'accord, là aussi vous avez une réglementation qui vous impose aussi bien pour les entreprises que pour les logements un nombre limité de places de parking. Là encore, quand je discute avec les entreprises, mais je pense que Philippe est dans la même problématique que moi, aujourd'hui les salariés ils viennent tous en voiture. Oui. Et donc, on n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on est dans un système, là encore, où par la contrainte, on essaye de faire passer les lois. Je pense que c'est pour ça que ça ne marche pas et qu'on est dans des systèmes de blocage comme on connaît aujourd'hui. Alors vous avez donné tout à l'heure l'exemple antinomique de l'écoquartier. Comment vous pouvez faire avancer les pouvoirs publics sur les réglementations pour que ça change, justement, pour qu'on puisse mettre en place ce type de quartier? Je pense que les maires aujourd'hui font remonter un certain nombre d'éléments de dysfonctionnement, mais surtout positivement d'amélioration, parce que c'est ça qui est pour moi important, c'est d'être toujours dans le côté positif, c'est comment on peut améliorer la vie au quotidien des habitants.
Et après, nous, on a donc des parlementaires. Bon, moi, je remonte aux parlementaires les dysfonctionnements. Quand je vois un ministre qui vient, je lui explique les difficultés que nous pouvons avoir. Quand j'ai vu le Premier ministre qui était venu visiter une résidence intergénérationnelle, j'ai expliqué que la contractualisation à Cergy, ça ne marchait pas. Voilà, donc on fait passer ces messages-là. Et puis, bien sûr, on a les associations de maires à tous les niveaux qui expliquent également et qui font remonter qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements et que voilà les points d'amélioration qui permettraient d'avancer. Donc on a les corps intermédiaires en France sont, et je pense partout dans le monde, sont extrêmement importants. Et se couper des corps intermédiaires, c'est une vraie erreur politique. Absolument. Merci beaucoup Jean-Paul Jandon pour ce commentaire. Philippe Sueur. Il y a presque 300 ans, il y a 250 ans, Montesquieu nous disait exactement la même chose. Ce n'étaient pas les mêmes corps intermédiaires, il faut le dire. Mais juste, j'ai voulu, moi j'ai un îlot à réurbaniser, en quelque sorte, à reconstruire. J'avais imaginé les beaux quartiers. On m'en a totalement dissuadé, on m'a dit tu n'y arriveras pas réglementairement, c'est insupportable. L'élément qui a été prononcé tout à l'heure par Jean-Paul, c'est une question d'aménagement du territoire. Et nous n'avons pas assez projeté les responsables nationaux, mais régionaux en particulier, qu'ils soient administratifs ou politiques, sur ce phénomène d'évacuation, de dispersion de la ville de Paris et de la proche banlieue pour des raisons tout simplement de coûts immobiliers. Dans Paris, dans des départements qui étaient jadis populaires, on est maintenant à des 7 000, 8 000 du mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On se dit, on va aller dans le Vexin, on va dans l'Oise, parce que là, effectivement, on peut vivre agréablement et à un prix raisonnable. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Autre aspect aussi des déficits de l'aménagement du territoire. On a un département du Val d'Oise qui économiquement est franchement honorable. Nous avons un tissu de PME remarquable, qui est de la sous-traitance d'ailleurs de grands majors, de grandes entreprises aéronautiques entre autres, ou de mécatronique. Bon. Or, on s'aperçoit qu'on n'a pas la formation technicienne, formation supérieure, on est ravis, on a notamment à Cergy-Pontoise une magnifique communauté d'universités et d'établissements qui s'appelle Paris-Seine maintenant, mais en termes par exemple de métier de l'aéronautique, je faisais valoir, c'est pour ça, on fait remonter les informations. Frédéric Vidal a visité le lycée d'Anguin il y a environ un an, et nous sommes en quelque sorte des réceptacles des besoins des entreprises, notamment de la PMI, qui travaillent pour l'aéronautique. Ils ne trouvent pas leurs techniciens. Il faut les former. Il n'y a pas de BTS aéronautique en Val-d'Oise. Il n'y en a pas en Seine-Saint-Denis. Or, quand on voit la place du Roissy-le-Bourget, avec Dassault Assistance Service, avec Air France Industrie, qui est un remarquable département d'Air France, ils cherchent. Il faut aller à Saclay. Les mômes du Val d'Oise doivent aller à Saclay. C'est pas faisable, effectivement. On vous dit, pour un campus des métiers, juste encore un exemple, pour un campus des métiers qui se met en place sur Roissy-le-Bourget pour former là des salariés de l'aéroportuaire ou de l'hôtellerie de plateforme aéroportuaire, eh bien on a mis 4 ans à mettre en place le concept. Effectivement, sur la formation, il y a beaucoup à dire. Jean-Paul Jandon. Je vais rebondir sur Cergy-Pontoise. Parce que vous êtes 5 000 emplois vacants. 5 000 emplois vacants. 13 000 chômeurs. Et je me dis à un moment donné, comment on arrive à faire que cette adéquation, elle puisse s'opérer. Ça veut dire c'est de la formation. C'est de la formation. On manque aujourd'hui de personnes qui savent usiner, qui savent maintenir des systèmes industriels. On manque de comptables. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a 30 ans, on a supprimé les fonctions technologiques de soudeur qui étaient faites au niveau des enfants qui avaient entre 13 et 16 ans. Et du coup, on a voulu faire aller tous les Français au bac. Et non plus de tout de suite les faire passer dans des fonctions professionnelles. Moi, j'ai été au lycée Jules Verne la semaine dernière. Le BTS, usinage, système industriel, ne trouve pas assez de candidats. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas revalorisé, on n'a pas valorisé toutes ces fonctions industrielles qui sont essentielles au pays. Et par exemple, on travaille avec un certain nombre d'entreprises du territoire du Val d'Oise pour passer dans tous les collèges, pour expliquer
ce qu'est aujourd'hui la fonction des métiers industriels. Et c'est extrêmement important. Il faut revaloriser ces métiers. Nous en avons fortement besoin sur un territoire comme le Val d'Oise, qui a encore beaucoup de PME, PMI, beaucoup de sous-traitance au niveau automobile et aéronautique et armement. Et donc il faut véritablement pouvoir faire ça. Et de l'autre côté, développer des ingénieurs. Parce que aussi, on manque beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui dans le Val d'Oise. Et c'est vraiment toute la chaîne. On s'aperçoit que c'est toute la chaîne. Donc on a un potentiel énorme dans ce département qui manque finalement de main-d'œuvre. Merci Jean-Paul Jandon et Philippe Sueur pour ces commentaires. Dernier commentaire, si vous voulez, on est obligé dans l'info à retenir aujourd'hui quand même, de parler de l'intervention du président de la République sur TF1 hier soir. J'ai retenu 4 sujets, le pouvoir d'achat des Français, les tweets de Donald Trump sur l'armée européenne, les carburants et puis bien sûr la colère. Et le dernier sujet qu'il a abordé, c'est réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Pourtant, les maires sont quand même bien aimés de leurs Français. Alors un petit commentaire peut-être qui commence sur ce discours. Jean-Paul Jandon. Voilà, le bashing politique, le nouveau mot. Ouais, moi je pense qu'on a un vrai sujet. Et vous avez cité le sondage tout à l'heure. Le sondage qui est paru montre que aujourd'hui, encore 65% des habitants considèrent positivement leur maire. 10 ans auparavant, c'était 75%. Donc ça veut dire que même cette fonction-là de proximité est en train, je dirais, vis-à-vis de l'opinion publique, de baisser. Mais tout simplement, à force d'expliquer que les maires dépensent n'importe comment, qu'ils font n'importe quoi et compagnie, et qu'ils sont malhonnêtes, je trouve que globalement, tout ça fait ce que j'appelle le bashing politique. Et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Les maires, la majorité des maires, savent aujourd'hui extrêmement bien gérer leur commune. Ils font des projets, on n'est plus dans l'idée des ronds-points payés par les collectivités locales. C'est terminé tout ce moment-là. Nous n'avons plus les moyens de faire tout ça. Je dirais, c'était l'époque des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, nous avons des maires responsables. Après, il peut y avoir toujours quelques brebis égarées, mais ça, brebis égarées ne veut pas dire que c'est la majorité des maires. Et je pense que ce bashing politique qui continue aujourd'hui, et au plus haut niveau, si je voulais pas reprendre les discours du président de la République sur les maires, comme quoi, par exemple, les contrats aidés, c'est du clientélisme. Moi, je peux vous dire que les contrats aidés, j'en avais dans ma ville, j'ai bien sûr tout supprimé. Les contrats aidés, ça aide les personnes qui sont les plus en difficulté, quoi qu'on en dise. Les associations que j'ai rencontrées récemment sont dans une situation compliquée, et vraiment expliquer que les contrats aidés, c'est du clientélisme, c'est de méconnaître finalement la capacité locale de faire agir à la fois les associations, de permettre à certains de retrouver le pied dans l'emploi. Alors après qu'il faille améliorer les contrats aidés, on est tous d'accord, mais de dire finalement c'est du clientélisme, ça rentre dans cette histoire de bashing politique. Donc finalement, c'est peut-être un manque de vue à long terme. Qu'est-ce qui ne nous va pas en France pourquoi est-ce que dans d'autres pays ça marche et pourquoi chez nous on n'arrive pas justement? Il faut toujours qu'on casse ce qui fonctionne plutôt que justement d'aller au fond du sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Je vais faire une petite boutade. Vous me parlez tout à l'heure pourquoi j'étais encore au Parti Socialiste. Ah oui. Et je pense que je vais vous répondre. Moi, je suis un vrai social-démocrate. Et un social-démocrate, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille avec l'ensemble des parties prenantes et qui essaye de faire avancer tout le monde en même temps. Et cette vision-là, des fois on me dit gentiment que je suis un social-démocrate suédois. Cette vision-là, elle est extrêmement importante. C'est une vision de la société qui n'est pas une vision en rupture et qui permet à ce que tout le monde avance. Merci Jean-Paul Jandon. Alors vous, Philippe Sueur, pourquoi êtes-vous encore au Parti républicain? Vous y croyez? De droite déçu. Voilà. Parce que moi j'ai beaucoup cru pendant plusieurs décennies de ma vie dans l'État, voyez-vous. Et aujourd'hui, je revois complètement la copie. Et ce qui a été dit par Jean-Paul, ce que je disais tout à l'heure, si le président de la République veut considérer les Français, il doit considérer les communes. Voilà. Le dialogue passe par les communes de France. Peut-être qu'il y aura une évolution du tissu lui-même. Mais ce qui est très grave, c'est que à force de brocarder les institutions, et notamment les collectivités, les Français ont un sentiment de méfiance
Et on va très vite dans la défiance. Quand on est dans la défiance, eh bien, le tissu institutionnel éclate, le repère disparaît, et c'est sur les réseaux sociaux qui ont leur vertu, mais aussi leur perversité, c'est sur les réseaux sociaux qu'on retrouve le repère, mais des repères totalement liquides. Donc on peut faire n'importe quoi. On peut arriver, en quelque sorte, à des manifestations virtuelles incontrôlables. Et ça casse ce qui est l'essentiel, le corps de la nation. Et la démocratie, finalement. La démocratie, la nation dans sa démocratie. Merci beaucoup pour ces commentaires. Juste pour terminer l'info, je vais vous expliquer qu'est-ce que le bololo, ce nouveau mot qu'a voulu mettre à la mode hier Édouard Philippe lorsqu'il a intervenu sur RTL. Eh bien, le bololo, ça veut dire Capharnaüm, tout simplement. C'est un reste qui vient d'Afrique. Il y a un petit village qui s'appelle Bololo. Et lorsque Édouard Philippe a fait son service militaire là-bas en Afrique, eh bien, ça devait vouloir dire le bordel, le Capharnaüm. Voilà, vous savez tout. On va finir l'info avec un petit rendez-vous. Paco, quel rendez-vous aujourd'hui? Il y a un rendez-vous culture avec un spectacle. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, ce spectacle est fait pour vous. Les Grands Fourneaux, il aura lieu à Sannois du 16 au 18 novembre, plus particulièrement vendredi, samedi soir et dimanche midi. Le spectacle commence à 19h30 et à midi dimanche et finit environ 2 heures plus tard. Au programme clownerie, fantaisie lyrique, chorégraphie ou encore de multiples acrobaties vous attendent. Ce restaurant du rire vous attend en famille à partir de 6 ans, un moment très convivial. En effet, un repas est compris dans le prix de votre billet et vous attend sur place. Les tarifs sont compris entre 23 et 25 euros. Le spectacle a lieu dans un chapiteau à l'adresse suivante, chemin des Jambines, 95 110 dans la ville de Sannois. Et pour plus d'informations et pour réserver vos billets, contactez le 01 39 98 21 44. Super, merci beaucoup Paco. On va continuer notre petite pause informatique, mais cette fois d'information, pardon, décidément ce matin, mais cette fois avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno, quel secret de cuisine aujourd'hui? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une recette un peu particulière. D'habitude, je vous vante les mérites de bons plats bien solides. Mais là, en cherchant ce que je pouvais vous faire, j'ai trouvé une recette que je n'ai pas fait depuis un bon moment, mais dont je garde un excellent souvenir. C'est simple, c'est abordable, et en plus, c'est bon. Que demander de mieux? Alors aujourd'hui, on va faire une quiche au saumon et à l'oseille. Ça change un peu, vous ne trouvez pas, Florence? Ah oui, ça change de vos plats traditionnels que vous accompagnez d'un bon petit vin. Oui. Alors aujourd'hui, on est sobre, on est plus sobre. Alors c'est le genre de plat facile qu'on pose sur la table et qui fait plaisir à tout le monde, du moins je l'espère. On va donc faire une quiche pour 6 personnes. Vous pouvez compter 15 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. C'est parti. Il vous faut 3 escalopes de saumon frais de 100 g chacune, 300 g de pâte brisée, vous pouvez l'acheter toute prête, ça restera entre nous, 2 bouquets d'oseille, 3 tranches fines de poitrine fumée, 3 œufs, 4 cuillères à soupe de crème fraîche, 50 g de beurre, une pincée de muscade, du sel et du poivre. Pour commencer, vous préchauffez le four à 210 degrés naturellement, vous étalez la pâte et tapissez-en un moule à tarte beurré. Vous piquez le fond de tarte avec une fourchette et vous recouvrez la pâte de papier sulfurisé et remplissez le moule de haricots blancs ou de lentilles. Vous mettez le fond de tarte au four pendant 15 minutes pour le faire pré-cuire. Vous lavez et ciselez l'oseille, vous faites fondre 30 g de beurre dans une casserole et vous y jetez l'oseille. Vous la faites revenir quelques minutes et vous réservez. Vous coupez les branches de poitrine fumée en petits lardons. Dans un bol, vous mélangez la crème fraîche, les œufs, le sel, le poivre et la muscade. Lorsque le fond de tarte est pré-cuit, vous le retirez du four et vous enlevez naturellement les haricots blancs ou les lentilles et vous laissez refroidir 10 minutes. Puis vous garnissez le fond d'oseille. Vous posez dessus les escalopes de saumon et les lardons. Vous versez la crème fraîche assaisonnée sur le tout. Vous enfournez et vous laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. Vous retirez du four, démoulez la tarte et vous servez. Petit conseil, vous pouvez utiliser de l'oseille surgelée. Si c'est le cas, vous la faites décongeler au beurre à feu doux. Et enfin, avant que Philippe, notre technicien, me pose la question, vous pouvez servir cette quiche avec un Vouvray sec. C'est juste du pur bonheur. Merci. Bon appétit et à la semaine prochaine. N'oubliez pas,
que je vous retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise. On va parler boxe avec un homme invaincu en 4000 combats. Eh oui, ça Oh peut là. paraître incroyable et pourtant, c'est vrai. À tout à l'heure. Eh bien oui, que des informations incroyables aujourd'hui avec nos invités incroyables. On va les retrouver dans quelques secondes. On va faire tout de suite une très courte pause musicale parce que nos invités aiment beaucoup Frérot de la Vega. Allez, on y va. Je rajoute un petit peu de beurre râpé. Oh. Ah oui. Oula, là c'est le plat qui colle au corps. La crème fraîche, l'oseille. Dans la crème fraîche. Ouais, c'est un débat. Un vrai débat. Mais moi, dans une quiche, je mets le fromage sur la pâte pour éviter d'humidifier la pâte. Et ça, c'est le secret d'une bonne quiche. Ouais, on peut. Il faut faire cuire sa pâte 5-6 minutes avant pour qu'elle soit faire précuire. faire précuire. Ensuite, on met le gruyère râpé et après tous les ingrédients qu'on Je suis veut. pas sûr que le gruyère, là, avec le saumon, l'oseille. Je sais pas, faut essayer. Si, vous avez. S'il a essayé. Vous avez essayé, oui Oui, si, je je connais dis. Vous cuisinez bien quand j'ai le temps, hein. Ah, c'est bien, ça déjà. Tu l'as la tout à l'heure cuisine. J'ai renvoyé Bon. Tu as renvoyé, d'accord. Oui, de la semaine dernière. le boxeur. On part sur la ville de Cergy après. Hein, J'ai on est fait d'accord, une je vais vous réintroduire, vous inquiétez pas. Et ensuite, je vous propose de. Je sais pas, il y a tellement de sujets, de passer soit de la signature avec la ville du Vietnam, soit de passer aux aménagements et au développement du territoire, comme vous voulez. Peut-être l'actualité, qu'est-ce que vous préférez, l'actualité chaude ou bien. Non, je pas de problème. Ok, allez. On y va? Donne le maximum à Jean-Paul pour servir. Oui, tu vas être un peu mal. Oh, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Paul Jandon, maire de Cergy, et de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains. On a passé beaucoup de temps à commenter le national et l'actualité. Évidemment, elle est très chaude en ce moment. Mais tout de suite, on va redonner la parole à Jean-Paul Jandon, qui est Cergysois depuis 31 ans, maire de Cergy depuis 2013. La ville de Cergy est une ville nouvelle du département du Val d'Oise. Elle fête ses 50 ans et compte plus de 64 000 habitants. Elle accueille la préfecture, le conseil départemental, un magnifique campus universitaire dont l'objectif est de faire partie des 100 meilleurs centres universitaires mondiaux. D'ailleurs, il est en train de changer de nom. Il va s'appeler Paris-Seine, vous l'avez dit tout à l'heure. Enfin, on suppose. C'est dans les tuyaux, tout ça. Enfin, en tout cas, Cergy est situé sur la rive droite de l'Oise et on l'atteint par l'autoroute A15, par la RN14, la RD14, la francilienne, la RN 184, mais évidemment aussi par les transports en commun, notamment le RERA. On a déjà parlé tout à l'heure avec Jean-Paul Jandon. Alors, quels aménagements pour Cergy, Jean-Paul? Qu'est-ce qu'il y a dans les projets? Moi, j'ai cru entendre parler la rénovation du grand centre, le cœur de l'agglomération, et puis aussi le projet du 12. Alors, Cergy est une ville active. Nous, je crois que quand on est Cergysois, mais quand on est aussi à Cergy-Pontoise et dans le Val d'Oise, on est quand même très content lorsqu'il y a un classement du Figaro qui met Cergy première ville la plus dynamique de France. Et ça, je pense que c'est quand même une ville de seconde couronne de l'Île-de-France, être comme ça classée parmi l'ensemble des plus grandes villes de France. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un développement qui est à la fois un développement économique, et ça c'est extrêmement important. Depuis 2008, nous continuons à créer des emplois. En pleine crise économique, nous continuons à créer des emplois. Nous continuons à accueillir de la population, parce que nous construisons en moyenne 500 logements par an, et tout type de logement, à la fois de la résidence étudiante, de la résidence personnes âgées, du logement social, de l'accession. Nous, et vous en avez parlé, nous accueillons de plus en plus d'étudiants avec le projet de campus social, et je rêve, comme Philippe Sueur est là, je rêve de faire aussi Cergy une ville touristique, parce qu'avec l'île de loisirs que nous avons, qui accueille 40 000 personnes les week-ends d'été, avec l'axe majeur que nous avons également, qui est aujourd'hui mondialement connu, je pense que Cergy doit... Alors l'axe majeur, il faut rappeler qu'il a été pensé par Ricardo Bofill, et la sculpture, c'est un artiste, voilà. Qui a fait ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire un espace ouvert, mais qui est complètement imaginé par un artiste israélien, et qui a une œuvre magnifique, et qui est reconnue, je dirais, aujourd'hui mondialement parlant. Et
c'est cet axe-là, avec Port-Cergy également que nous développons, avec les berges de l'Oise, je pense que nous avons encore un axe de développement à faire, sans concurrencer bien évidemment Enghien, parce que nous n'avons pas, je dirais, les mêmes spécificités, mais je reste persuadé que cette ville peut se développer. Donc voilà, l'axe qui est pour moi important, c'est se développer dans tous les domaines, et qui fait aujourd'hui la force de Cergy. Alors pour ça, il y a quelques projets importants, vous en avez parlé, c'est le projet du campus international, hein, je veux dire, le département, la communauté d'agglomération, les villes concernées, que ce soit Pontoise, Neuville, Cergy, et bien sûr l'enseignement supérieur. Le ministère pousse pour faire de Cergy et Cergy-Pontoise et du Val d'Oise le grand établissement. Tout le monde parle de Saclay. Moi, je pense qu'on parle de Saclay et à Cergy, on le réalise. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et que, globalement, il faut qu'on arrive à pousser fortement. Et j'espère que le ministère, dans le cadre du contrat plan État-région en 2021, mettra autant d'argent qu'il a mis à Saclay sous le contrat auparavant. Deuxième axe important, c'est le grand centre, vous en avez reparlé. Et c'est vrai que ça faisait 40 ans que ce grand centre n'avait pas été revisité, requalifié. Et donc ça a été un long travail qui a été fait par la communauté d'agglomération, hein, entre autres, hein, qui notamment a travaillé sur les espaces publics. Et puis il y a beaucoup d'investissements privés. Et ce qui nous est extrêmement important, de voir à un moment donné Emerson mettre plus de 200 millions d'euros sur la table pour requalifier complètement le centre commercial, de faire ce centre commercial ouvert sur l'espace public. Donc là, vous parlez de l'agrandissement des Trois Fontaines, c'est bien ça? L'agrandissement des Trois Fontaines, bien évidemment, mais après, c'est accompagné par l'arrivée d'entreprises, c'est accompagné de résidences étudiantes et d'habitations. Tout ça va faire que ce grand centre va être complètement requalifié d'ici 2025. Autre projet important, parce que notre objectif, mais je pense que c'est l'objectif de tous les maires, c'est de s'adresser à tous les quartiers de sa ville et à tous les habitants de sa ville. Et donc l'autre objectif pour nous, c'est de travailler bien sûr sur, là où on a des difficultés, on a un quartier politique de la ville, de pouvoir requalifier ce quartier politique de la ville. Et dans les symboles que nous faisons, nous y mettons le 12 dont vous avez parlé, qui est le grand centre de musique, qui va accueillir à la fois le centre musical, les studios de musique, l'observatoire qui existe déjà, mais aussi avoir une grande salle. Le paradoxe. Oui, j'allais vous demander pourquoi le 12, puisque vous avez déjà 2 scènes nationales. Théâtral. Voilà. Nous, l'idée que nous avons, c'est que dans chaque quartier, il y a une spécificité culturelle. Et donc, exactement, la scène nationale, elle est dans le grand centre. Et donc, le grand centre, c'est tout ce qui est lié au théâtre. Et voilà. On a les Hauts-de-Cergy, Visage du Monde. Nous avons la danse. Et pour la première fois en France, nous sommes en train de monter une école de formation de hip-hop qui devrait, je l'espère, être reconnue l'année prochaine par le ministère, et ça serait la première formation nationale. Voilà, le scoop du jour, puis une future formation en hip-hop à Cergy d'ici un an. On l'a lancé cette année, hein, donc sur des moyens qui sont des moyens quand même propres à la ville, et puis avec une aide aussi du ministère de la Culture, mais l'idée c'est d'avoir le diplôme l'année prochaine. Et ça c'est pour nous extrêmement important. Dans les culture urbaine, je pense que le hip-hop, et aujourd'hui quand on voit l'évolution du hip-hop, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il nous manquait le pôle musical, hein, de pouvoir regrouper tout, et on va faire ça dans le quartier Axe-Major-Horloge. Et donc finalement, vous voyez, d'un côté, scène théâtrale, musique, danse, on est en train de couvrir globalement l'ensemble du spectre. Il y a un spectre que je n'ai pas couvert, c'est tout ce qui est la culture numérique, mais ça, je n'ai pas les moyens de lutter face à la mairie d'Enghien. Finalement... Je lui laisse volontiers parce que je trouve que c'est exceptionnel ce qui est fait, mais qui est aussi un des aspects de la culture. Mais là, globalement, on partage, je dirais, avec Philippe ces tendances modernes, que ce soit les cultures urbaines, les cultures numériques. Je pense qu'il faut aller vers ce type de culture parce que c'est essentiel et parce que finalement, nous avons un territoire qui est très jeune. Alors finalement, on peut dire que Cergy, c'est plus la culture urbaine, c'est votre spécificité, finalement, contrairement à Enghien, qui est plus la culture numérique, hein, c'est ça, Philippe Sueur? Je pense que Cergy, est là, vraiment, couvre le spectre total, toutes les expressions de l'art vivant, hein, notamment, art vivant, musique, théâtre, danse, etc. Et effectivement, l'émergence
des cultures de rue, qu'elles soient une expression corporelle ou une expression graphique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que, bon, notamment sur la musique, il y a une logique, parce que le conservatoire régional, l'école d'art également, que Cergy accueille, sont de réputation nationale. Bon, sur le conservatoire régional, nous avons des étudiants étrangers, mais qui ne viennent pas seulement d'Europe. On a Rumi Matsui, qui est la fille du gouverneur d'Osaka, qui est venue faire toutes ses études de musique à Cergy. Bon, on peut dire... Et c'est devenu une cantatrice de grande qualité. Voilà, donc on est là sur certains appelleraient ça un écosystème. Oui, mais il a sa cohérence. Et puis, moi, je suis heureux que sur notre département, nous puissions être complémentaires. Tout à fait, exactement. C'est ça qui est important. C'est le réseau de la complémentarité qui est le seul aujourd'hui à répondre à la diversité des aspirations de nos concitoyens. Alors, je vais juste continuer, parce qu'on commence sur Sergi, on va parler longtemps, et sur la culture, je crois qu'on partage bien. Et puis il y a un autre point qui est pour moi essentiel, c'est le cadre de vie des Sergissois. Et ça, c'est une bataille permanente, toujours, mais c'est la bataille de tous les maires. C'est à la fois la sécurité, c'est à la fois la propreté, et je ne reparlerai pas, mais les problèmes de stationnement et de déplacement, qui sont la vie quotidienne des gens. Et sur ce point-là, il faut véritablement travailler, et travailler d'arrache-pied. Là, je regrette, mais il y a une première, il y a à peu près 18 mois, l'ensemble des maires de Cergy-Pontoise, peu importe leur couleur politique, ont pris rendez-vous avec le préfet pour leur dire « Nous n'avons pas assez de policiers nationaux sur notre circonscription. Nous n'avons pas assez de présence sur notre circonscription. » Moi-même, j'ai demandé de faire partie de l'expérimentation de police de sécurité de proximité du quotidien. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Je pense qu'à un moment donné, il faut là-dessus mettre les moyens nécessaires avec un lien avec la justice. Quand vous discutez avec la justice, aujourd'hui, ils n'ont pas non plus les moyens de pouvoir mettre les mesures, qui ne sont pas forcément que des mesures d'emprisonnement, mais mettre toutes les mesures alternatives nécessaires. Alors comment allez-vous faire pour lutter contre les incivilités, pour lutter pour la propreté, pour la sécurité? Contre les incivilités, on vient de voter à l'unanimité en conseil municipal il y a un peu moins de 2 mois, toute une liste d'infractions. Et nous avons mis en place une brigade verte qui va être en charge de pénaliser, informer, mais pénaliser aussi l'ensemble des citoyens qui ne respectent pas, je dirais, le cadre de vie. Et depuis le mois de septembre, ils ont déjà procédé à un peu plus de 160 amendes qui vont être finalement mises en place dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Donc ça passe par plus d'amendes. Ça passe par de la prévention, mais aussi de la répression. Parce qu'on a fait beaucoup de prévention, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, que lorsque vous touchez les gens en porte-monnaie, à ce moment-là, il y a une attitude, un changement d'attitude. On parlait tout à l'heure de nos histoires de changement d'attitude. Là aussi, ça fait pareil. Et que globalement, il faut bien sûr faire de la prévention, qui est toujours utile, mais aussi, à un moment donné, il faut faire de la répression. Et je pense que la mise en place des brigades vertes est un bon moyen de répondre aux incivilités que l'on peut avoir sur l'espace public. Donc finalement, une méthode un petit peu à l'asiatique, un peu comme mettre à Singapour. On sait très bien que si on a un mégot qui tombe par terre, on a une amende. Vous n'avez pas besoin d'aller si loin, vous allez en Suisse. En Suisse, c'est exactement la même chose. Alors, et moi, pour avoir fait une demi-journée avec le World Clean-up Day, c'est-à-dire d'aller ramasser, je dirais, l'ensemble des détritus. Mais je peux vous dire, j'ai été surpris par le nombre de mégots que nous pouvons avoir sur l'espace public. C'est assez impressionnant. Et donc, depuis, on a fait des petits... des petits ramasses mégots qui permettent d'en mettre dans la poche et d'éviter que les gens mettent leurs mégots sur l'espace public. Vous voyez, c'est des choses très concrètes de la vie quotidienne, mais qui exaspèrent à la fin l'ensemble de nos concitoyens. Alors, est-ce que vous aussi, Philippe Sueur, à la ville d'Enghien, vous allez commencer à mettre des amendes pour tous les dépôts sauvages, finalement? Nous en mettons, c'est 135 €. Le rythme est évidemment différent. Alors, d'abord, il faut comprendre l'environnement de Cergy. Cergy est une ville nouvelle. On va fêter l'année prochaine les 50 ans de la ville. Et cette ville, contrairement à la majorité des autres villes, parce qu'elle est nouvelle, elle s'est faite
avec ses habitants. C'est-à-dire qu'elle s'est construite quartier après quartier, îlot après îlot, avec ses habitants. Et c'est eux qui ont finalement forgé l'état d'esprit de cette ville. Et ça, c'est extrêmement important, et qu'on ne trouve que très rarement, parce que finalement, la ville s'est construite ainsi. Et d'ailleurs, vous, toutes les semaines, 2 fois même par semaine, vous rencontrez encore la population, c'est bien ça? Ah oui, on a calculé, j'ai fait 44 réunions de concertation en 2017. Donc c'est énorme. Oui, je pense que c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Philippe qui est là, il comprend ce que ça veut dire. Voilà. Non, l'idée, c'est véritablement de pouvoir faire que on puisse accepter tous ceux qui arrivent. Et ça, c'est pour moi essentiel. Alors, je dis toujours, dans ces 142 origines, on a 2 monégasques quand même. Donc, vous voyez, donc il faut faire attention aux représentations toujours. Finalement, on accueille vraiment des gens qui viennent du monde entier. Et à partir de là, et ça a été développé depuis des années, c'est faire que Cergy, qui accueille beaucoup de personnes, soit quelque part une ville-monde. Une ville-monde, ça veut dire faire aussi des partenariats avec des villes qui sont à l'extérieur du territoire, et même du territoire européen, d'où d'abord Safa, et puis d'abord il y avait Thiès au Sénégal, après Safa en Palestine. Et la Hué, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une ouverture sur une autre culture. Une autre culture, quand vous regardez bien, on est en train de travailler sur différentes cultures, et on a la chance, je dirais, d'avoir une communauté asiatique et surtout vietnamienne extrêmement importante à Cergy, et donc c'était intéressant de pouvoir développer cette coopération. L'idée, c'est pas de le faire d'un point de vue institutionnel, de mer à mer. Nous, ce qui nous intéresse, et c'était le cas pour Safa, pour Thiès et maintenant pour Hué, sont les habitants qui s'approprient véritablement en créant des associations et qui développent alors à ce moment-là la coopération telle que l'on peut l'avoir. Et donc sur Hué, on a identifié 3 ou 4 thèmes. Un premier thème, lorsque le maire de Hué et sa délégation sont venus la semaine dernière, et ils ont été surpris par le caractère des espaces verts de la ville, en disant vous avez une ville très verte, très nature. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ils nous disent aidez-nous à pouvoir faire qu'à Hué, on a des arbres qui notamment datent de l'Empire colonial. Comment on arrive à recréer finalement le concept que vous avez pu faire comme ville nature. Et donc, il y a des techniciens de Hué qui vont venir et on va les former à la ville de Cergy. Deuxième axe, bien évidemment, c'est tout ce qui est autour de l'éducation. Coopération entre les universités, donc elles ont commencé, mais on va les intensifier. Donc on va accueillir des étudiants de Hué et ils vont pouvoir comme ça bénéficier de la formation en France. On va également travailler sur des échanges d'informations et de tout type d'informations de la vie quotidienne entre des écoles et des collèges, parce que c'est aussi important, comprendre comment vivent les autres. On va bien sûr travailler sur la culture, bien évidemment, et sur la culture, là, on va essayer de regarder où on fête le Tet, c'est-à-dire le Nouvel An chinois, et donc comment on fait qu'à un moment donné, chinois et vietnamien évidemment, comment à un moment donné, on peut faire que Hué est une ville touristique, extrême, c'est une ville très touristique, et très culturelle. Et comment on peut bénéficier finalement de cet apport-là. Et puis le dernier point que j'ai dit, c'est que pour moi la coopération, c'est pas que dans un seul sens, c'est-à-dire de Cergy vers Hué, mais que Hué peut nous apporter aussi beaucoup d'éléments. Et donc on est en train de travailler aussi sur tout ce qui est touristique, comment on peut profiter finalement de ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils nous ont dit, ce qui est extrêmement sympathique, c'est que lorsqu'il y aura des Cergy qui viendront à Hué, ils vont pouvoir les aider dans leur démarche et dans leur parcours touristique. Je pense que voilà, on va essayer de faire dans les deux sens une excellente relation. Voilà. Et tout ça en une journée et demie. En une journée et demie. Merci beaucoup Jean-Paul Jourdan. Alors on va maintenant passer, si vous voulez bien, au sujet de l'actualité culturelle chaude pour vos deux villes, parce que à Cergy, donc je le disais, c'est le Festival des Solidarités du 16 au 24 septembre. Il y a aussi une exposition hommage aux soldats coloniaux, donc suite aux commémorations de la semaine dernière. Et puis il y a les concerts, 2 concerts, Amadou et Mariam, le 18 novembre. Ça c'est donc sur les scènes. Et puis les 50 ans de la ville de Cergy qui arrivent dès le 1er janvier. Vous allez commencer à fêter. C'est pour quand les fêtes de la ville? Les 50 ans, ça commencera avec les vœux à la population, bien évidemment.
Et ça se terminera au mois de juin par un grand rassemblement de tous les Cergissois sur l'axe majeur, bien évidemment. Et on espère reproduire, mais pour l'instant c'est en cours, ce qui avait été fait pour les 30 ans, 1000 choristes. Donc de pouvoir avoir finalement un grand rassemblement culturel, et vous l'avez bien compris, c'est pour nous extrêmement important, un grand rassemblement culturel et festif pour le mois de juin. Pour le mois de juin, là, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Alors, Philippe Sueur, vous aussi, magnifique programme pour l'automne. Et puis les illuminations de différents monuments qui vont arriver début décembre. Donc là, j'ai noté le concert et la danse, le concert de la chanteuse cubaine Luna Manzanares, ça c'est le 23 novembre et le 24 novembre, et puis la compagnie de danse Biancali le 27 novembre, et la conférence dédicace à la médiathèque, très beau programme d'ailleurs depuis le début du mois de septembre. On a eu la visite de Yasmina Kadra, puis Michel Bussy, et maintenant le 6 décembre, c'est Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, alors plein de festivals évidemment pour les enfants, plein les mirettes, et puis un programme de films, voilà, c'est samedi. Non, samedi c'est Rétro Gaming. Samedi c'est Rétro Gaming, le festival pour enfants c'est le 8 décembre. Voilà. Et puis alors un festival pour les adultes de cinéma. Là je ne vais pas détailler tous les films, mais par contre pour les enfants, beaucoup de films à partir du 21 novembre et jusqu'au mi-décembre au Centre des Arts d'Enghien. Alors parlez-nous un petit peu des illuminations en 2 minutes s'il vous plaît. Alors, et puis les illuminations donc sur les 3 monuments que nous mettons en lumière depuis quelques années. L'église, la mairie et le casino, la face latérale du casino. C'est à nouveau Damien Fontaine, l'artiste créateur, la star de Lyon, des Journées Lumière de Lyon qui a été choisi. Et nous sommes heureux de travailler avec vraiment un jeune artiste qui est enthousiaste, sympathique, présent, et malgré une réputation qui est devenue mondiale. Je n'ai vu aucune image, je les vois pour la première fois, je dirais. On n'aura pas le scoop, on n'aura aucun dévoilement aujourd'hui, dommage. C'est vendredi après-midi qu'on va voir un certain nombre d'échantillons. Mais la tradition, c'est sur l'église, nous avons des projections qui sont plutôt de nature philosophique. L'année dernière, c'était un conte philosophique. Sur la mairie, c'est évidemment destiné aux enfants, et pas seulement la façade de la mairie, mais aussi les façades latérales. Donc on a des projections à quasiment 360 degrés, tout au moins à 300 degrés. Et sur le casino, on est plutôt dans un esprit festif, cabaret, musique, chant. Voilà, bon. Donc on sera toujours dans ce même esprit. Je ne désespère pas l'année prochaine d'avoir une 4e façade. On avait essayé de travailler sur la gare. Malheureusement, on ne peut pas éteindre l'éclairage des quais, et donc la production n'est pas de grande qualité. Bon. Voilà, ça c'est l'esprit d'Enghien, c'est l'esprit lumière. Ça doit permettre d'attirer et d'accueillir. Est-ce que c'est notre vocation? On dit souvent Enghien, vous avez des moyens. Oui, c'est vrai, on a des moyens, mais on aime bien les redistribuer. La vie culturelle d'Enghien est une vie qui se veut régionale. La plupart des spectacles, notamment tous les concerts sur le lac, en ville, les festivals de jazz, sont gratuits. C'est une manière de redistribuer ce que nous avons donc comme cœur ludique, qui est notre casino grâce au terme, et puis de financer aussi un pan culturel nouveau qui est le numérique, qui au départ coûte de l'argent, mais qui après s'autofinance parce qu'il crée, là, et le mot écosystème prend tout son sens, une relation qui n'est pas seulement culturelle, artistique, mais une relation économique. Et c'est dans cette perspective que nous organisons, puisqu'on s'est substitué à la commission régionale du film qui a été dissoute par la région, pour accueillir fin janvier, on n'est pas très loin non plus, on est encore dans un esprit de fête, le PIDS, qui est le Paris Image Digital Summit, qui réunit les plus grands professionnels au monde en matière d'effets spéciaux, de ce qu'on appelle de post-production. Il n'y a plus un film aujourd'hui qui ne soit assisté de technologies les plus évoluées. Les grands noms, les avatars et autres sont bien connus. Voilà dans quel esprit nous sommes. Et puis je suis heureux de ce qui se passe, notamment sur Cergy, cette relation au Vietnam.
hein, entre autres, c'est ce que le département aussi veut faire dans sa relation, qui n'est pas seulement économique, qui est également culturelle, avec le Japon, avec la Chine, avec d'autres pays, et même, hein, là, nous amorçons avec des pays proches de nous, dont les Balkans. Merci Philippe Sueur. 30 secondes pour conclure, Jean-Paul Jandon. Cergy, ville active, ville durable, ville solidaire, et qui est fait par ses habitants et pour ses habitants. C'est la devise que nous avons. Chacun doit pouvoir développer son projet dans un cadre de vie exceptionnel. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour votre présence ce matin. Personnellement, je vous retrouve lundi. Demain, c'est Jacqueline Boraz qui animera cette émission. Et lundi, en principe, je reçois le maire de l'Isle-Adam avec des startups. Donc je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi et je vous embrasse. Très bien. En principe, parce qu'il a déjà reculé, donc comme il est avocat, il devait plaider. Et maintenant, vous avez Et des voilà. gens qui travaillent. Hein. Et voilà. Bah oui, il faut bien. Bonne mère, oui. Et, c'est ça la grande beauté. Donc c'est pour ça, moi, les maires, je les accueille dès qu'ils peuvent. Tant pis. L'autre jour, on s'est retrouvés à 6 en studio. C'est bon? Non, pas encore.